Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables. Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Ah, Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Khazné, ou le trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie. Une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées. C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Khazné, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement.
À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse. Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche. Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises. Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert. Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas. Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg, le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts. Au Panama, des archéologues trouvaient sans cesse des chefs couverts d'or sous un champ aride. Assez étrange. Puis ils ont trouvé des parures de chefs si petites qu'elles ne pouvaient qu'appartenir à un enfant. Cette découverte a changé l'interprétation du site. El Caño n'était plus seulement un riche site de cérémonie. C'était plutôt un lieu où le pouvoir se transmettait d'une génération à l'autre. Et maintenant, une nouvelle chambre funéraire vient d'élargir cette vision. El Caño se distingue des récits habituels sur l'or antique. La dernière chambre, datant de 800 à 1000 après Jésus-Christ, n'a pas livré que des objets brillants. Elle a ajouté une pièce à un puzzle bien plus vaste. Les archéologues ont trouvé des poteries, des bijoux en or et un personnage central de haut rang, désigné par la disposition de l'or. Ce n'était pas de la richesse éparpillée au hasard. C'était une affirmation publique de son rang. Les objets eux-mêmes sont saisissants.
2 bracelets, 2 boucles d'oreilles, des pectoraux ornés de chauves-souris et de crocodiles. C'est pas le genre d'objet que l'on dépose par hasard. Ils ont été choisis pour faire passer un message. Dans un monde sans panneaux, sans projecteurs, ni inscription géante, l'or servait de langage. Il indiqua à tous qui était la personne la plus importante dans cette chambre. L'emplacement rend tout cela encore plus frappant. Ni l'Égypte, ni le Pérou, ni un paysage archéologique célèbre rempli de ruines créantes. Le centre du Panama. Historiquement, cette région était vue comme un simple passage entre les grands centres de l'Amérique ancienne, entre les Mayas au nord et les cultures andines au sud. El Caño remet sans cesse en question cette vision ancienne. Cette vieille hypothèse existait pour une raison. Cette partie du Panama ne ressemble pas à un empire bâti en pierre. Pas de temple géant, pas de murs dynastiques sculptés, pas de ruines criant « une société puissante vivait ici ». En Amérique centrale tropicale, la vie quotidienne était faite de matériaux qui vieillissent mal. Bois, chaume, fibres, peau, plume. La plupart ne résistent tout simplement pas pendant 1000 ans. Alors quand l'or survit, il devient l'un des témoignages les plus forts. Et El Caño n'a pas livré ses secrets facilement. L'équipe de Julien Maillot y a débuté des relevés géophysiques en 2005. En 2010, ils ont creusé à 5 mètres et découvert un chef couvert d'or. Puis le site a continué de révéler ses trésors. Plus de bijoux, plus de chambres funéraires, plus de preuves reliant ce champ à tout un paysage cérémoniel. Ce n'était pas une simple fouille d'un week-end. Ce fut des années de travail patient en transformant un pâturage calme en l'une des plus grandes histoires archéologiques du Panama. Le contraste est saisissant. En surface, El Caño semble ordinaire, le genre d'endroit où l'on attend de l'herbe, du bétail et de la chaleur, pas des dynasties. Mais sous ce sol banal, les archéologues ont trouvé des symboles d'autorité faits pour être vus de loin. L'or poli aurait capté la lumière intense du soleil. Les ornements de poitrine brillaient probablement quand un chef bougeait. L'imagerie animale, chauves-souris, crocodiles et autres créatures puissantes, transformaient les bijoux en un langage visuel d'autorité. C'était un statut que l'on pouvait repérer instantanément. Et la chambre la plus récente est importante car elle n'est pas isolée. Maillot a déclaré que le site a révélé 9 chambres similaires et que c'était un lieu où l'élite était inhumée pendant environ 200 ans. Cette découverte élargit l'interprétation du site. Une chambre riche est intéressante. Un lieu de repos cérémoniel utilisé par des puissants sur plusieurs générations suggère tout autre chose. Cela commence à ressembler à un système durable. On voit ce système encore plus clairement dans une autre découverte majeure d'El Caño de 2024. Les archéologues ont découvert la chambre commune d'un important seigneur Coquelet enterré vers 750 à 800 de notre ère. À l'intérieur se trouvaient des ornements en or, des objets en céramique, des cloches, des jupes et un ensemble de flûtes. L'équipe l'a surnommé le Seigneur des flûtes, ce qui semble presque légendaire jusqu'à ce qu'on se rappelle que ce n'est pas un mythe. C'est une personne réelle issue d'une véritable tradition cérémoniale trouvée sur le même site. L'ampleur s'accroît encore davantage autour de cette sépulture. Les chercheurs ont trouvé de nombreux autres individus placés dans le même cadre. Les rapports indiquent que le total pourrait dépasser les 30 personnes. À ce stade, vous ne regardez plus une seule personne importante avec une collection d'objets. Vous assistez à un événement, une mise en scène chorégraphiée, un message à tous, montrant que ce chef était au centre d'un ordre social bien plus vaste. Cette interprétation est étayée par la recherche. Une étude de 2020 sur les multiples chambres d'El Caño a révélé le même schéma de base. Un individu au statut le plus élevé, avec d'autres personnes disposées autour de cette figure centrale, et le sentiment fort que toute la composition représentait l'ordre social. Les auteurs ont également conclu que certaines de ces cérémonies finales impliquaient des pratiques rituelles très dures. La disposition elle-même faisait partie de la mise en scène du pouvoir. Revenons maintenant aux insignes de taille enfantine, car c'est peut-être l'indice le plus étrange de tous. L'une des premières percées de Maillot a eu lieu lorsqu'elle a réalisé qu'un ensemble de minuscules objets en or était trop petit pour un adulte. Il semble avoir appartenu à un bébé paré comme un chef. Plus tard, l'équipe a trouvé des brassards en or sur le squelette d'un garçon de 12 ans. Les deux découvertes pointent dans la même direction. Ici, le statut n'était peut-être pas quelque chose qu'une personne gagnait tard dans sa vie. Il a pu commencer dès la naissance. Cette implication est significative. Si le rang passait de père en fils, alors El Caño ne nous montrait pas quelques chefs isolés. Cela révélait un système de pouvoir héréditaire.
Cela signifie des familles établies, une succession et des règles assez fortes pour que toute une communauté les reconnaisse. Des spécialistes de l'orfèvrerie devaient exister. Le savoir cérémoniel devait être préservé, le travail devait être organisé. Ce n'étaient pas de petits villages isolés improvisant tout au fur et à mesure. C'était structuré. Ça explique aussi pourquoi El Caño est plus qu'une histoire de trésor. L'or attire d'abord l'attention. Le vrai sujet est la sophistication politique. Les objets ne sont utiles que parce qu'ils révèlent hiérarchie, cérémonie, autorité héritée et une élite capable de mettre en scène le pouvoir de façon claire. L'or est ce qui attire l'œil en première. Le système social maintient l'intérêt du site une fois que les classes estompent. Il y a une autre raison pour laquelle El Caño compte tant. À moins de 3 km se trouve Sitio Conte, le plus ancien site panaméen qui a longtemps fourni les preuves de cette tradition riche en or. Pendant des années, Sitio Conte a été le point de référence majeur. Puis El Caño a commencé à révéler ses propres chefs, ses ornements, ses rituels. Soudain, ce n'était plus un point chaud isolé. C'était un monde culturel plus vaste, caché à la vue de tous dans le même paysage. Une fois ce monde imaginé, El Caño devient incroyablement visuel. Pas de monument de pierre géant ? Soit. La cérémonie peut tout de même paraître immense. Flûte, cloche, plastron d'or étincelant, perles cousues, symboles animaux affichant lignées et rangs. Un ancien chef d'El Caño portait des plastrons d'or, des brassards, un bracelet de cloche, une ceinture de perles d'or et plus de 2000 petites sphères d'or disposées comme si elles étaient cousues sur une écharpe. Ce n'est pas de la mode subtile, c'est du théâtre cérémoniel. Imaginez l'une de ces cérémonies finales, un chef est placé au centre. L'or capte la luire. La musique résonne à travers l'un. Les compagnons sont disposés selon un sens strict. Chaque personne présente peut lire la scène sans un seul mot écrit. Cette personne occupait le rôle plus élevé, ses familles comptaient. Cet ordre perdure encore aujourd'hui. Le but n'était pas le deuil privé. Le but était la mémoire publique et la hiérarchie publique. C'est pourquoi El Caño change l'histoire du Panama d'une manière très spécifique. Il n'ajoute pas seulement une attraction archéologique de plus sur la carte. Il montre que le centre du Panama avait ses propres chefs puissants, ses spécialistes rituels, ses symboles de rang et ses lignées. Cette région ne faisait pas qu'absorber l'importance de ses voisins, elle générait la sienne, et le site le confirme. El Caño a déjà révélé plusieurs chambres d'élite au fil des ans, et chaque nouvelle découverte enrichit l'histoire. La découverte clé ici n'est pas un bracelet, une boucle d'oreille ou même une chambre remplie d'or. C'est de réaliser qu'un champ ordinaire cachait un cimetière de souverains et les indices d'un système de pouvoir oublié, présent depuis toujours. Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sundaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire. Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint. Il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres. Une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indo-chinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique.
Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celles survenues en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait. Durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue. Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien. Mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens.
tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte, et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles, et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifié, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie », et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement. L'obscurité survient en plein midi. Qu'est-ce donc? La fin du monde? Devenez-vous aveugle? Un immense astéroïde se dirige-t-il vers la Terre? Rassurez-vous, il ne s'agit que d'une éclipse. Un phénomène cosmique d'ampleur planétaire qui n'a rien d'effrayant. C'est l'instant où la Lune passe devant le Soleil et où la planète s'enfonce brièvement dans l'ombre. Lorsque cela arrive, nous ne sommes guère surpris, car les scientifiques annoncent généralement une éclipse plusieurs mois à l'avance. Grâce aux calculs astronomiques et aux modèles mathématiques, ils prédisent pour de très longues années les positions du Soleil et de la Lune. Mais qu'en était-il autrefois, il y a 100, 500 ou 1000 ans? Un paysan part travailler au champ et soudain, toute la contrée bascule dans l'obscurité. Il sait que le jour a commencé, mais que se passe-t-il? Ou des marins sillonnant mer et océan, qui remarquent brusquement que l'horizon et le ciel s'assombrissent, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Imaginez l'effroi primitif qu'ils ont dû ressentir. Et pourtant, en réalité, les gens ne cédèrent pas à la panique. Bien avant l'invention des ordinateurs, des télescopes géants et des satellites, les hommes savaient déjà prévoir le moment d'une éclipse. Comment s'y prenaient-ils? Les peuples anciens étaient bien plus perspicaces que certains ne l'imaginent. Voyons comment ils réalisèrent leurs calculs astronomiques à travers l'exemple de la civilisation maya et de son célèbre calendrier des éclipses. Ainsi, si vous l'ignoriez, les Mayas constituent un peuple autochtone de Mésoamérique, autrefois établi dans le sud du Mexique, le nord du Belize et le Guatemala. D'ailleurs, le terme « autrefois » convient mal. Ce peuple existe toujours. Au début du XXIe siècle, plus de 5 millions de personnes parlaient une trentaine de langues mayas. Avant la conquête espagnole, cette civilisation figurait parmi les plus avancées et les plus complexes au monde. Les premiers Mayas apparaissent dès 1500 avant notre ère, et, vers l'an 200, ils avaient déjà édifié de vastes cités dotées de pyramides, de cours, de temples et d'infrastructures. Ils étaient célèbres pour leur calendrier et leurs prévisions astronomiques. Vous avez sans doute entendu parler du calendrier Maya, dont la chronologie s'achevait en 2012, ce qui fit croire à beaucoup que l'apocalypse surviendrait cette année-là. Heureusement, rien ne se produisit. Une autre de leurs créations était le calendrier des éclipses, destiné à en prévoir les occurrences. Longtemps, les scientifiques en ont ignoré le fonctionnement, mais ils en connaissent aujourd'hui le principe. Tout commence avec le Codex de Dresde, un ouvrage datant des 11e ou 12e siècles. Composé de 78 pages en papier d'écorce, renfermant des savoirs sur l'astronomie, l'astrologie, les saisons et la médecine. Il fait partie des rares livres à avoir survécu à la conquête espagnole du territoire maya. Les dates des éclipses revêtaient alors une grande importance. Mais pourquoi?
Souhaitait-il simplement chômer et festoyer? En un sens, oui. Mais il s'agissait de cérémonies sombres et redoutables. D'antiques rituels sans rien de réjouissant. Les Mayas voyaient dans l'obscurcissement du soleil par la lune un signe envoyé par les créatures mythologiques qu'ils adoraient. Lorsque le jour s'assombrissait, ils accomplissaient des rites inquiétants, espérant ainsi apaiser les divinités et obtenir récoltes abondantes, protection contre leurs ennemis, renouveau de la nature ou autres faveurs. Sans entrer davantage dans les détails, retenez qu'ils tenaient à connaître à l'avance les dates des éclipses afin de préparer ces cérémonies. C'est dans ce but qu'ils conçurent leur calendrier. L'une des tables du Codex de Dresde répertorie 405 mois lunaires, chacun correspondant à une révolution complète de la Lune autour de la Terre, soit environ 29 jours. Grâce à ces données, les prêtres mayas pouvaient annoncer des éclipses jusqu'à 700 ans à l'avance. Ce calendrier leur indiquait précisément le jour de l'événement. Pourtant, les chercheurs modernes ne comprenaient pas comment il était utilisé. Ce n'est que récemment qu'ils en ont élucidé le mécanisme. Ainsi, les Mayas observaient quotidiennement la Lune et le Soleil. En suivant le déplacement de la Lune dans le ciel, ils comprirent qu'il s'écoulait environ 29 jours entre deux nouvelles lunes. Ils remarquèrent ensuite que, parfois, la Lune masquait le Soleil, et que ces éclipses ne survenaient pas au hasard, mais selon des cycles précis. Ils élaborèrent alors un vaste calendrier composé de mois lunaires numérotés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite jusqu'à 405. Durant certains mois, la Lune occultait entièrement le Soleil, tandis que, lors d'autres, elle ne le couvrait que partiellement. Ils consignèrent avec soin les jours exacts de ces phénomènes et enregistrèrent la position de la Lune sur 405 mois. Grâce à ces données, ils pouvaient prévoir où se trouverait l'astre pour les 405 mois suivants, puis recommencer ainsi durant des siècles. En termes simples, ils reprenèrent le calendrier après cette période. Du moins, telle était l'interprétation des scientifiques modernes. Mais elle s'avéra erronée. La Lune n'accomplit pas sa révolution autour de la Terre en un temps rigoureusement identique chaque mois. Certaines périodes sont légèrement plus longues, d'autres un peu plus courtes, avec seulement quelques heures d'écart. Pris isolément, ces décalages semblaient négligeables. Mais leur accumulation finissait par fausser le calendrier. Imaginez que vous arriviez avec une minute de retard à un rendez-vous. Cela n'a guère d'importance. Mais si ce retard se répète pendant 3 mois, vous accusez déjà près d'1 heure et demie de décalage. Sur un calendrier de 405 mois, ces heures supplémentaires devenaient bien plus nombreuses. Si les Mayas avaient systématiquement repris le dernier nombre d'un tableau pour débuter le suivant, leur prévision d'éclipse se serait peu à peu dégradée, chaque réinitialisation amplifiant l'erreur. Ils choisirent probablement une autre méthode, en commençant un nouveau tableau au 358e mois du précédent. Dans ce cas, leur calcul sur l'alignement du Soleil et de la Lune n'avait qu'une avance d'environ 2 heures et 20 minutes, une précision remarquable pour cette époque. Si l'on compare l'ancienne table aux connaissances actuelles sur les cycles d'éclipses, on constate que cette méthode permettait aux Mayas de prédire avec exactitude chaque éclipse solaire visible sur leur Terre entre 350 et 1150 de notre ère. Ces ajustements mineurs assuraient le bon fonctionnement de la table sur de longues périodes. Les scientifiques affirment qu'avec ces mises à jour, la table serait restée précise pendant des siècles, avec des écarts inférieurs à 51 minutes sur 134 ans. Cela illustre non seulement l'avancée des mathématiques mayas, mais aussi la manière dont ils reliaient intimement leur existence et leur croyance au mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles. Nous faisons quelque chose de comparable avec l'année bissextile. Février compte normalement 28 jours, mais tous les 4 ans, un jour supplémentaire le porte à 29. La Terre ne parcourt pas exactement un tour complet autour du Soleil en un an, mais en un an plus environ 6 heures supplémentaires. Ces heures additionnelles s'accumulent et, au fil des années, finissent par constituer un jour entier, que l'on ajoute à la fin de février. Le jour intercalaire. De petites erreurs de ce type sont ainsi corrigées. Les Mayas appliquaient un procédé analogue pour leur calendrier des éclipses.
Mais comment choisissaient-ils les points de référence pour leurs calculs astronomiques? Nous l'ignorons. Ils y parvenaient sans ordinateur, télescope ni autre technologie moderne, simplement grâce à leur remarquable capacité d'observation de la nature. Un système similaire de cycles a conduit certaines personnes à croire que le monde prendrait fin en 2012. Les Mayas avaient conçu un calendrier débutant en 344 avant notre ère et se terminant le 21 décembre 2012, qu'ils percevaient comme la fin d'un ancien cycle et le commencement d'un nouveau. Notre culture contemporaine a, hélas, transformé ce point en une supposée fin du monde. Outre leur calendrier, les Mayas ont érigé des structures architecturales uniques et inventé l'un des systèmes d'écriture les plus élaborés. Ils étaient également grands amateurs de chocolat liquide. Ils cultivaient les cacaoyers, récoltaient les fèves, les séchaient, les broyaient et les mélangeaient à de l'eau, chauffant le tout pour obtenir une boisson mousseuse et très amère qu'ils adoucissaient avec du miel ou agrémentaient de piments et d'autres épices. Les Mayas ont réalisé de nombreuses inventions fascinantes, mais ce sujet mérite une exploration plus approfondie dans une autre vidéo. Écoutez plutôt. Des savants estiment qu'il serait possible de ramener les Néandertaliens à la vie dans les 20 prochaines années. Non pas sous forme de fossiles ni de simulations, mais comme de véritables êtres vivants. Et non, il ne s'agit pas d'un scénario de science-fiction, c'est un débat bien réel qui anime aujourd'hui laboratoires de génétique et comités d'éthique à travers le monde. Leur ADN a déjà été déchiffré, et l'obstacle qui subsiste n'est plus vraiment de savoir si nous en sommes capables, mais si nous devrions le faire. Dissipons un malentendu. Les Néandertaliens n'étaient pas ces brutes primitives, brandissant des massues, comme dans les dessins animés. Ils ressemblaient aux humains modernes, de proches cousins ayant occupé l'Europe et l'Asie durant des centaines de milliers d'années. Ils prenaient soin des membres blessés de leur groupe, fabriquant des outils, portèrent des vêtements et parvenaient à survivre aux conditions redoutables de l'ère glaciaire, qui mettraient à mal la plupart des humains actuels. Puis, il y a environ 35 000 ans, ils ont disparu. Les chercheurs ne s'accordent toujours pas sur la cause précise. Variations climatiques, rivalité avec Homo sapiens, maladies ou métissage ont sans doute contribué à leur extinction. Si l'on évoque aujourd'hui la possibilité d'une telle résurrection, c'est parce que les chercheurs ont achevé, en 2010, le séquençage complet du génome néandertalien. On peut l'imaginer comme un manuel d'instructions inscrit dans l'ADN, indiquant à un organisme comment se développer, fonctionner et survivre. Une fois ce manuel en main, la question cesse d'être « à quoi ressemblaient les Néandertaliens ?» pour devenir « pourrions-nous en recréer un ?» C'est ici qu'intervient la technologie CRISPR, un outil d'édition génétique comparable à des ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à des endroits extrêmement précis afin d'y substituer d'autres séquences. Les chercheurs l'emploient déjà pour étudier certaines maladies, modifier des embryons animaux ou transformer des cellules souches humaines en laboratoire. En théorie, il serait possible de partir de cellules souches humaines et de remplacer progressivement l'ADN moderne par de l'ADN néandertalien, fragment après fragment. Selon certains généticiens, ce processus pourrait devenir réalisable en quelques décennies. Il ne s'agirait pas de copier directement un individu à partir d'un fossile, l'ADN ancien étant trop dégradé pour cela, mais de transformer graduellement un génome humain jusqu'à ce qu'il reproduise les instructions génétiques néandertaliennes. Le résultat ne serait donc pas une relique du passé ressuscitée telle qu'elle, mais un corps humain contemporain reconstruit en suivant les plans biologiques de Néandertal. Les chercheurs envisagent pourtant ce projet parce qu'ils espèrent résoudre plusieurs mystères. Pourquoi les Néandertaliens ont-ils disparu alors que notre espèce a survécu? Comment leur cerveau fonctionnait-il comparé au nôtre? Pensaient-ils, ressentaient-ils ou traitaient-ils le langage différemment? Un Néandertalien vivant pourrait éclairer des questions auxquelles ossements et fossiles ne répondront jamais. Certains chercheurs pensent même que cela pourrait servir la médecine moderne. Les gènes néandertaliens influençant l'immunité, le métabolisme et l'inflammation, l'étude d'une biologie complète pourrait révéler pourquoi certaines maladies affectent aujourd'hui les humains comme elles le font. Contre toute attente, leur retour pourrait donc aussi nous aider. Mais cet enthousiasme se heurte vite à un mur éthique. Un néandertalien ne serait pas une simple souris de laboratoire, ce serait une personne. Ce fait renverse tout le projet. On ne peut traiter une personne comme une expérience, même si la science veut des réponses. Être le seul néandertalien sur Terre serait, au minimum, extrêmement difficile.
Il devrait vivre sans culture, sans communauté, sans personne partageant réellement sa biologie. Il grandirait entouré d'humains modernes, qu'il étudierait sans cesse et le considérerait toujours comme une expérience. Les critiques estiment donc qu'un tel isolement pourrait provoquer de graves dommages psychologiques. Il y a aussi la question du consentement, que ce projet violerait entièrement. Aucun néandertalien ne pourrait accepter de naître dans le monde moderne, d'être élevé par des humains, étudié toute sa vie et utilisé pour prouver une théorie. Or, le consentement est central en éthique médicale. On ne peut même pas tester de médicaments sans lui. Cloner un ancêtre humain enfreindrait clairement cette règle. Même en mettant l'éthique de côté, de sérieux risques biologiques demeurent. Personne ne sait comment un génome néandertalien reconstruit se comporterait dans l'utérus d'une femme moderne. La grossesse elle-même pourrait être dangereuse. Le développement pourrait ne pas suivre les attentes, et des réactions immunitaires imprévues pourraient survenir. De petites incompatibilités génétiques peuvent provoquer d'énormes problèmes lorsque l'on tente de créer un être humain à partir de zéro. Et même si tout fonctionnait, le résultat pourrait décevoir. Un seul individu ne recréerait pas une société néandertalienne, et le comportement dépend autant de la culture que de l'ADN. Sans population entière, les réponses obtenues pourraient rester superficielles, trompeuses ou incomplètes. Si le débat autour d'un éventuel retour des néandertaliens est si intense, c'est parce que cette possibilité paraît très concrète. Le génie génétique progresse sans cesse, et les outils deviennent à la fois moins coûteux, plus rapides et plus précis. Pour l'instant, aucun laboratoire n'a l'autorisation de tenter l'expérience, et aucun embryon néandertalien n'existe. Pourtant, savants, éthiciens et responsables politiques discutent déjà de règles, de limites et de lignes à ne pas franchir, ce qui montre à quel point cette perspective semble proche. La question se pose alors: la curiosité scientifique devrait-elle connaître des limites? Et qui est habilité à les fixer? À ce jour, aucune loi n'interdit explicitement la résurrection d'humains disparus. Si un pays décidait de l'autoriser, d'autres pourraient suivre, et peut-être plus vite que les réglementations. Certains chercheurs répondaient toutefois à ces objections par un argument différent. Et si ne pas tenter l'expérience était aussi moralement discutable? Ils rappellent que l'humanité ressuscite déjà certaines espèces disparues, manipule des génomes et altère la vie à son niveau le plus fondamental. Mieux comprendre les néandertaliens pourrait nous aider à affronter de futurs bouleversements climatiques ou de vastes crises sanitaires. S'ils ont prospéré dans des environnements extrêmes, leur biologie pourrait receler des aptitudes de survie dont nous aurons peut-être cruellement besoin. Ainsi, renoncer à acquérir ce savoir pourrait, un jour, coûter de nombreuses vies. Et si tout cela ne vous concerne pas parce que vous pensez n'avoir aucun lien avec les néandertaliens, voici une surprise. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, il est possible que vous observiez une infime part de l'un d'eux. Elle peut littéralement se trouver dans votre ADN. Selon des recherches récentes, les néandertaliens ne se sont pas simplement éteints, ils se sont aussi mêlés à nous. Les humains modernes dont les ancêtres ont quitté l'Afrique portent généralement entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Les chercheurs ne disposent pourtant que de très peu de génomes néandertaliens de qualité à étudier, à peine 3 vraiment complets. Ils proviennent d'ossements découverts dans une grotte de Croatie, datés d'environ 50 000 à 65 000 ans, ainsi que de 2 autres spécimens eurasiens vieux de 50 000 et 80 000 ans. Ce matériel reste limité, ce qui signifie que chaque nouvelle découverte revêt une importance considérable. Chaque individu possède 2 versions de chaque gène, l'une héritée de sa mère, l'autre de son père. Lorsque 2 populations très différentes se croisent, leurs descendants présentent une diversité génétique accrue. Les chercheurs ont ainsi comparé l'ADN de 3 néandertaliens avec celui d'environ 2000 humains modernes. Le résultat fut surprenant. Les néandertaliens eux-mêmes pouvaient l'emporter jusqu'à 3,7% d'ADN d'humains modernes. Autrement dit, ils ne se sont pas seulement mêlés à nous, nous nous sommes aussi mêlés à eux. Environ un parent néandertalien sur 30 aurait pu être un humain moderne, et ces échanges ne se sont pas produits qu'une seule fois. Les analyses génétiques révèlent au moins 2 grandes phases de métissage. L'une il y a 200 000 à 250 000 ans, l'autre entre 100 000 et 120 000 ans. Il y en eut peut-être davantage, mais l'ADN s'apparente à une photo floue. Plus l'événement est ancien, plus il devient difficile d'en distinguer les traces.
Selon une autre étude récente, la majorité de l'ADN néandertalien chez les humains modernes provient d'une longue phase de métissage survenue il y a environ 47 000 ans et ayant duré près de 7 millénaires. Cela correspond à des générations ayant grandi ensemble. Les fossiles vont dans le même sens. Dans des grottes du Moyen-Orient, des chercheurs ont trouvé des crânes vieux d'environ 100 000 ans, ressemblant surtout à des humains modernes, mais avec d'épaisses arcades sourcilières et d'autres traits néandertaliens. Il semble aussi que la population néandertalienne ait été bien plus réduite qu'on ne le pensait, ce qui rendait difficile une séparation génétique durable. Au fil des vagues d'humains quittant l'Afrique et se mêlant à eux, les néandertaliens ne disparurent pas simplement. Ils se fondirent dans la population humaine plus vaste. Ainsi, les néandertaliens n'ont pas vraiment perdu au jeu de l'évolution. Ils font encore partie de nous. C'est un point. Les autorités états-uniennes nous cachent quelque chose. Elles ne souhaitent pas que les citoyens lambda découvrent un jour la vérité. Sur Internet, vous pouvez tomber sur de nombreuses photos truquées et des lieux fictifs, mais presque aucun n'est authentique. Alors, quel secret gardent-elles? Vous ne vous attendez certainement pas à cela. Elles dissimulent un arbre. Ce n'est toutefois pas un arbre ordinaire. De l'argent pousse sur ses branches. Mais non, voyons, vous êtes trop crédules. La vérité, c'est que les États-Unis protègent le plus vieil arbre au monde, baptisé Mathusalem. Vous pouvez le rechercher sur Google et constater qu'il existe de nombreuses photos truquées de vieux trembles noueux. Les clichés authentiques de Mathusalem sont extrêmement rares, et son emplacement reste mystérieux à ce jour. On sait seulement qu'il croît quelque part le long du sentier de Mathusalem, dans la forêt nationale d'Inyo, en Californie. C'est un pin bristlecone, âgé de plus de 4600 ans. Imaginez le frisson de toucher son tronc et de sentir le poids de milliers d'années d'histoire. Mais ce n'est pas une expérience à reproduire. C'est précisément pour cette raison que son emplacement est tenu secret. Si des milliers de visiteurs touchaient l'arbre ou prélevaient de petites branches, il ne survivrait pas un mois. De nombreux arbres de cette région sont fragiles, affectés par la sécheresse et infestés de divers insectes. Ce qui met Mathusalem en danger. Ne l'approchez surtout pas, même si vous parvenez à localiser l'endroit. L'arbre fut découvert par le dendrochronologue Edmund Schulman. Un dendrochronologue est un scientifique spécialisé dans l'étude des cernes des arbres anciens. Mais nous y reviendrons plus tard. Schulman mit au jour cet arbre au milieu du XXe siècle et, au cours des 50 années qui suivirent, il devint l'objet de nombreuses rumeurs et légendes. Comment Schulman sut-il qu'il s'agissait de l'arbre le plus ancien? En 1957, il préleva un échantillon et examina les cernes annuelles de l'arbre. Chaque année, en effet, une couche se forme à l'intérieur d'un arbre, constituant un anneau distinct. Rassurez-vous, les scientifiques ne coupent pas le tronc. Un simple morceau, de l'épaisseur d'un crayon, suffit à l'analyse. Plus le nombre de couches est élevé, plus l'arbre est ancien. Schulman compta les cernes de Mathusalem et découvrit qu'il croissait depuis plus de 4600 ans, ce qui le rendait plus âgé encore que les séquoias géants considérés jusqu'alors comme les plus anciens de la planète. En 1958, Schulman divulgua au monde l'existence de Mathusalem et publia son image dans le National Geographic. Dès cet instant, l'arbre acquit une immense notoriété. Nombreux furent ceux qui désirèrent en détacher un cône ou une brindille, si bien que les autorités interdirent toute publication relative à son emplacement. Plus tard, d'autres chercheurs étudièrent les cernes de Mathusalem et suggérèrent qu'il pourrait être légèrement plus jeune, certains étant trop effacés ou endommagés pour être comptés. Quoi qu'il en soit, il demeure officiellement l'arbre le plus ancien sur Terre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En 1964, un géographe, Donald Curry, découvrit un arbre nommé Prométhée, âgé d'environ 5000 ans. Et savez-vous ce qu'il fit? Il l'abattit purement et simplement. Les raisons de son geste restent débattues. L'outil destiné au prélèvement était peut-être cassé, ou bien il ignorait comment s'en servir. Le résultat fut cependant tragique. L'arbre ne survécut pas. Espérons que rien de semblable n'arrive à Mathusalem, et qu'il connaîtra une longue existence. Mais pourquoi les scientifiques s'inquiètent-ils autant? Certes, cet arbre peut révéler de nombreux secrets de l'histoire de notre planète. Mais une autre raison existe. Selon une hypothèse, il pourrait vivre indéfiniment si personne ne le coupait, et si les sécheresses ou les parasites ne le détruisaient pas. En somme, Mathusalem s'apparente à une fontaine de jouvence offerte par la nature. Imaginez que l'on puisse appliquer ce prodige aux humains.
Très bien. Nous savons désormais ce que cachent les États-Unis. Mais connaissez-vous le secret qu'abrite l'Australie? Il ne s'agit pas seulement d'un arbre, mais d'une île. Même si l'on vous autorisait à la visiter, l'accès resterait difficile. Cette île se situe entre l'Australie et l'Antarctique, au cœur de l'océan. Mais il est fort improbable que l'on vous accorde ce privilège. En réalité, l'île Heard demeure totalement vierge de toute présence humaine. Et l'Australie souhaite qu'il en soit ainsi. Sur Internet, les informations fiables à son sujet sont rares. Nous savons seulement qu'elle comporte 2 volcans actifs, la plus haute montagne d'Australie, ainsi que plusieurs glaciers. Mais le plus fascinant, c'est qu'elle abrite des animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Son écosystème fermé protège des espèces qui n'ont peut-être jamais croisé l'homme. L'île suivante est bien connue et se situe au Brésil. Les autorités ne la cachent pas, mais en restreignent l'accès aux touristes. Même si vous obteniez l'autorisation de la visiter, vous n'en auriez probablement guère envie. Il s'agit de l'île aux serpents, dont le nom en dit long. Cette terre concentre le plus grand nombre de serpents venimeux au monde, les trigonocéphales insulaires. Une morsure de l'un de ces serpents représente un danger critique pour l'homme. Ils peuplent toute l'île et ne rencontrent pratiquement aucune concurrence d'autres animaux. Seuls des spécialistes, capables de manipuler ces reptiles, peuvent s'y rendre. Nombre d'endroits secrets demeurent inaccessibles, car les humains peuvent les endommager involontairement. Il ne s'agit pas d'une malveillance de notre part. Le simple fait d'être là peut modifier de minuscules éléments invisibles de la nature. Voici un exemple frappant du type de destruction que nous sommes capables de provoquer. Vous avez certainement déjà vu des photos de peintures rupestres anciennes représentant des chevaux et des taureaux. L'une des grottes les plus célèbres est celle de Lascaux, en Dordogne. Sur ces murs, on a découvert plus de 600 dessins et environ 1500 gravures, datant de 20 000 ans et représentant diverses espèces animales. Les chercheurs ouvrirent la grotte au public, ce qui provoqua un désastre. Trop de visiteurs perturbèrent l'écosystème de la grotte. Un champignon apparut et se répandit sur les murs, détruisant les anciennes fresques. Ce fut une véritable tragédie pour le monde scientifique. La grotte fut rapidement fermée aux visiteurs, et seuls quelques archéologues y ont désormais accès. Personne ne sait quand ou si la grotte rouvrira. Et ces témoignages de l'histoire humaine des premiers peuplements européens risquent de rester définitivement hors de portée du public. Notre prochaine destination secrète se situe à Svalbard, archipel norvégien. Il s'agit de la réserve mondiale de semences de Svalbard, un immense coffre-fort capable de conserver 4,5 millions de graines de diverses espèces. Les autorités affirment que ces graines y sont stockées pour préserver la population en cas de catastrophe locale. Beaucoup pensent cependant qu'elles sont conservées pour l'apocalypse, afin de replanter la terre si tout venait à disparaître. Pourquoi avoir choisi Svalbard parmi tous les pays? Son climat froid et sec offre des conditions idéales pour la conservation des graines. Le coffre est fortement sécurisé et classé confidentiel. Nul n'y pénètre sans autorisation. Tous nos lieux secrets sont liés à la nature. Une île, une forêt, une grotte. Mais que diriez-vous de terminer la vidéo en ville? Celui-ci se cache à la vue de tous, mais dissimule une pièce secrète à laquelle il est impossible d'accéder. À Atlanta, en Géorgie, à l'intérieur d'un musée doté d'une sécurité de pointe, un coffre garde jalousement la recette secrète du Coca-Cola. Comment? Oui, c'est probablement l'un des secrets les mieux protégés au monde. Argent, diamants, artefacts anciens. Rien n'est surveillé avec autant de rigueur qu'un simple bout de papier contenant la formule de la boisson. Ce secret est préservé depuis plus de 125 ans. Le dispositif de stockage unique et le système de sécurité rendent tout cambriolage quasiment impossible. On peut visiter le musée et observer la porte du coffre, mais rien d'autre. Il peut sembler extravagant de protéger ce simple document, mais cette boisson a rapporté des milliards à l'entreprise. Coca-Cola demeure l'une des boissons les plus populaires depuis plus d'un siècle et continue de générer des profits considérables. Il n'est donc guère surprenant que sa recette soit conservée avec de telles précautions. Il y a 40 000 ans, quelqu'un a gravé quelques lignes et points minuscules sur un morceau d'os. Et cette petite marque pourrait être le plus ancien disque dur jamais créé par l'humanité. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces hommes de l'ère glaciaire ne gribouillaient pas au hasard, mais enregistraient de véritables informations. Des données structurées, organisées, reproductibles. Et cette découverte bouleverse complètement la chronologie de l'intelligence humaine. Pendant des décennies, les archéologues n'ont cessé de trouver d'étranges symboles gravés sur des outils et des sculptures de l'âge de pierre. Des formes simples, croix,
points, très courts et petites encoches taillées dans l'os ou l'ivoire. On les retrouvait dans des grottes à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France et en Espagne. Ils apparaissaient sur des figurines animales sculptées, des outils et des ornements. Les archéologues les ont datés d'environ 34 000 à 45 000 ans, ce qui signifie que ces symboles ont été créés pendant l'ère glaciaire, quand les glaciers recouvraient d'immenses portions de la planète et que les mammouths parcouraient encore les plaines. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces signes ne signifiaient rien de particulier. Peut-être des décorations, peut-être de l'art tribal. Mais une nouvelle étude informatique, menée par un linguiste et un archéologue, a montré qu'il s'agissait davantage de données que de décorations. L'équipe a analysé plus de 3000 symboles individuels gravés sur environ 260 artefacts. Ils ont étudié chaque marque et les ont intégrés à des modèles statistiques, le même type de mathématiques utilisé pour étudier les structures linguistiques ou entraîner l'intelligence artificielle. L'objectif n'était pas encore de traduire ces signes. Personne ne sait exactement ce qu'ils signifient. Les scientifiques ont plutôt examiné ce qu'on appelle la densité d'informations, c'est-à-dire la quantité de données significatives qu'on peut stocker dans une séquence de symboles. Quand les chercheurs ont analysé les résultats, ils ont constaté que les séquences de symboles avaient presque la même densité d'informations que le proto-cunéiforme. C'est le plus ancien système d'écriture connu, originaire de Mésopotamie antique vers 3000 avant notre ère, soit environ 40 000 ans plus tard. Certains signes de ces gravures glaciaires se répètent de manière prévisible. Croix, 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 trait, trait, point. Cette répétition ressemble à un encodage primitif de données, où les motifs se répètent parce qu'ils stockent des informations structurées. Les chercheurs ont aussi analysé l'entropie des messages codés. L'entropie mesure le degré d'imprévisibilité d'une séquence. Une entropie élevée signifie de nombreuses combinaisons possibles, comme un mot de passe complexe. Une entropie faible signifie une répétition prévisible. Et il semble que les systèmes de symboles de l'ère glaciaire aient des niveaux d'entropie très proches des premières tablettes proto-cunéiformes. La quantité d'informations que ces gravures pouvaient stocker correspond donc à peu près aux premiers documents écrits des premières cités. Cela prouve que les humains n'ont pas inventé l'écriture de nulle part il y a 5000 ans. Ils ont en réalité passé des dizaines de milliers d'années à expérimenter des systèmes d'encodage symbolique, augmentant progressivement leur complexité jusqu'à l'invention de la véritable écriture. L'un des exemples les plus fascinants d'un tel message codé provient d'une grotte du sud-ouest de l'Allemagne. Les archéologues y ont découvert une petite figurine de mammouth sculptée dans de l'ivoire de défense, assez petite pour tenir dans la paume de la main. Une rangée nette de croix et de points gravés court le long de sa surface. Un autre objet, appelé l'adorant, est une fine plaquette d'ivoire trouvée dans une autre grotte allemande, ornée d'une étrange créature mythique mi-humaine, mi-lion. La figure s'étire vers le haut, comme si elle vénérait quelque chose. Et sur son corps, quelqu'un a gravé des rangées de petits points et d'encoches soigneusement espacés. Il y a aussi la célèbre sculpture de l'homme-lion. En observant le bras de près, on distingue des entailles régulièrement espacées le long du membre. Ces marques semblent intentionnelles, délibérées, presque rythmiques. Elles ressemblent moins à de la décoration qu'à des entrées dans un registre, ce qui fait de ces artefacts une sorte de clé USB en ivoire. Et puisque ces anciennes clés USB apparaissent dans différentes régions d'Allemagne et ailleurs en Europe, cela pourrait signifier que les humains de l'ère glaciaire partageaient ces messages symboliques sur d'immenses distances. Ces chasseurs-cueilleurs vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres reconnaissaient probablement les mêmes motifs gravés sur des outils en os. Bien sûr, les scientifiques ignorent encore la signification exacte de ces symboles. Ils pourraient représenter des calendriers saisonniers, des cycles migratoires, des marqueurs de clans ou des concepts liés à des rituels. La découverte la plus importante pour l'instant n'est donc pas la traduction, mais la structure de ces signes qui fonctionnent comme un système. Ce système de codage n'est pas la seule preuve que des esprits anciens ont inventé des systèmes complexes bien avant l'arrivée des technologies modernes. Il existe une épaisse dalle ovale de calcaire dans un musée aux Pays-Bas. Des archéologues l'ont exhumée à la fin des années 1800 et ont supposé qu'il s'agissait d'un plateau de jeu romain. Le problème, c'est que personne n'arrivait à en comprendre les règles. Les lignes gravées ne correspondaient à aucun jeu antique connu. Ce n'est qu'en 2026 que des chercheurs ont enfin résolu le mystère grâce à l'intelligence artificielle. En observant la pierre de près, on remarque que certaines rainures sont légèrement plus profondes que d'autres. Cela signifie que des joueurs ont fait glisser des pièces le long de ces lignes à répétition, usant la pierre au fil du temps.
Des experts en conservation ont réalisé des scans 3D extrêmement détaillés de la surface du calcaire pour analyser ces traces d'usure. Ces scans révèlent des différences de profondeur plus fines qu'un cheveu humain. Chaque petite rainure est devenue un indice sur la façon dont les joueurs déplaçaient autrefois leurs pièces. L'équipe a ensuite fait appel à un système spécial de simulation de jeu par intelligence artificielle, conçu pour comprendre les jeux de plateau. Ils ont alimenté le système avec les règles d'environ 100 jeux historiques et lui ont demandé de tester des possibilités sur une copie numérique du plateau romain. L'IA a joué des milliers de parties simulées contre elle-même, essayant à chaque fois différentes combinaisons de règles. Pour chaque ensemble de règles, elle suivait les déplacements des pièces et comparait ses trajectoires aux traces d'usure sur la vraie pierre. Elle a répété ce processus environ 1000 fois par ensemble de règles, jusqu'à ce que certains motifs finissent par correspondre parfaitement. Le système a réduit toutes les possibilités à un petit groupe de jeux de blocage apparentés. Dans ce type de jeu de stratégie, 2 joueurs déplacent des pièces le long de parcours fixes, en essayant de piéger les pièces adverses dans des coins ou des impasses. Si vous avez déjà joué au morpion ou aux dames, vous comprenez le principe. Contrôlez l'espace, anticipez le prochain coup de l'adversaire et refermez le piège. Les simulations montrent que les Romains jouaient très probablement avec de petits jetons en verre, en os ou en céramique, glissant le long de ces rainures gravées. Et cette découverte est plus importante qu'on ne le pense. Les historiens croyaient que les jeux de blocage étaient apparus au début du Moyen-Âge européen, des siècles après la chute de l'Empire romain. Mais ce plateau de calcaire leur a montré que de tels jeux existaient près de 1000 ans plus tôt. Les joueurs romains disposaient donc de jeux de stratégie qui les aidaient à développer l'anticipation, la reconnaissance de schémas et la réflexion sur différentes combinaisons et possibilités. Voyageons maintenant encore plus loin dans le temps, bien avant les cités romaines et toute forme d'écriture. Notre destination, les gorges d'Olduvai, dans le nord de la Tanzanie, l'un des plus anciens sites archéologiques majeurs de la Terre. En 2025, des chercheurs étudiant la zone ont découvert quelque chose d'inattendu dans des sédiments anciens. Un ensemble d'outils fabriqués à partir d'os longs d'éléphants et d'hippopotames, datant d'environ 1,5 million d'années. Les scientifiques ont trouvé 27 outils en os, certains mesurant près de 38 cm, taillés en lames tranchantes. Les premiers humains les utilisaient très probablement sur des carcasses animales ou pour travailler des matériaux résistants. À première vue, il semble simple, mais il apparaît que les artisans les ont façonnés par percussion, le même procédé utilisé pour tailler les outils en pierre. La percussion consiste à frapper un matériau avec précision pour en détacher de petits éclats et former progressivement un tranchant. L'os se comporte très différemment de la pierre. Il contient du collagène, ce qui le rend légèrement souple et élastique. Si on frappe trop fort, il se brise de façon imprévisible. Trop doucement et rien ne se passe. Celui qui fabriquait ces outils comprenait donc le comportement du matériau. Il adaptait sa technique pour façonner l'os sans le détruire. Les archéologues pensent qu'Homo erectus, une espèce humaine primitive aux proportions corporelles proches des nôtres, a créé ces instruments. Il semble aussi que les artisans préféraient les os longs et épais, les parties les plus solides du squelette animal. Pour faire ce choix, il faut comprendre l'anatomie et la résistance des matériaux. Les ingénieurs d'aujourd'hui utilisent encore cette même logique pour choisir les matériaux de leurs machines. Quand on rassemble toutes ces découvertes, on constate que nos ancêtres ont conçu des systèmes, inventé des technologies, stocké des informations et joué à des jeux complexes bien avant l'apparition de la civilisation moderne. Nous ne sommes donc pas devenus intelligents du jour au lendemain. Nous construisons notre savoir depuis des dizaines de milliers d'années. Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire ? Environ 233 000 tonnes. Et les 2/3 de cette masse furent exploités après les années 1950. Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées. Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu? Et si un immense gisement de minerai d'or était révélé? Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque. C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine. Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or, renfermant approximativement 330 tonnes de minerais. Mais ce n'est pas tout. La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur. À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver. En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or. Pouvez-vous concevoir pareille quantité? Cela correspond à environ 70 milliards d'euros.
Waouh! Les experts indiquent que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerai. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation aurifère. Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent. Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde, surpassant même la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or. Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent. L'or, toujours l'or dans les esprits. Tous désirent de l'or, tous en acquièrent. Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le Bitcoin ou l'argent liquide. L'or évoque richesse et luxe. Il demeure constamment un placement précieux et rentable. Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant? La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique. Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures. Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux. Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causés aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que nous avons vues au cinéma. L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination. Voilà pourquoi il séduit tant de monde. Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité. L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas. Il constitue l'investissement fiable par défaut. Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste stable. Le seul inconvénient réside dans le risque de vol. Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs. Le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde. L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités. L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque. Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable. Mais ne laissez jamais l'or vous troubler. Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison à cause de lui. Évitez ce piège. Ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant. D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique. Le palladium, l'argent, le cuivre, le platine. Pourquoi l'or occupe-t-il la première place? Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent. L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité. Le platine et le palladium surpassent l'or en prix. Mais leur rareté et la difficulté de leur extraction en limitent l'exploitation. Peu de pièces pourraient en être faites. L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme. Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant. Mais une autre raison explique ce coût élevé. Il est ardu à obtenir. L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux. Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière, collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets, pour y découvrir quelques particules d'or. Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux. Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments. Comment déniche-t-il l'or? Autrefois, c'était une question de chance. Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau. Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces. Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols, mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil. Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible, commence alors le travail d'extraction. Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites. Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forent des puits, prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal permet une exploitation minière à grande échelle. La production dépend de la nature du gisement. Lorsque l'or se trouve dans une roche dure, les mineurs forent des trous, y placent de la dynamite, puis la font exploser. L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal. Mais cela ne constitue que le début du processus. Après avoir rassemblé ces gros fragments, les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau. Au premier stade, les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits. À l'aide de concasseurs, ils broient le minerai jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier. Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier. La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression. Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée. Par la suite,
L'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques et de systèmes de purification complexes. Il se fixe au carbone, puis en est séparé, suivi de plusieurs procédés supplémentaires, incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies. Enfin, l'or est fondu, débarrassé de ses impuretés, coulé en lingots, puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire. Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage, et il n'est pas toujours rentable. Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux, mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable. Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses pour compenser les coûts d'extraction et de traitement. De nombreuses zones regorgent d'or, mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive? Moins de 0,1%. Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or. Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement? Oui, et l'on le surnomme l'or liquide. Il s'agit de l'hélium. Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt. L'hélium peut atteindre des températures ultra basses, possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté. Il est utilisé en médecine pour le diagnostic, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires et régule la température du carburant des fusées lors du lancement. Lors de plongées profondes, les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter les troubles liés aux variations de pression. L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne. Un autre matériau précieux est le graphène. Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde. C'est également un excellent conducteur. La chaleur et l'électricité le traversent aisément, ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de... Quoi exactement? Étant donné que le graphène est aussi flexible, hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes, il se prête au développement d'innombrables applications. Équipements médicaux, génie mécanique, électronique, construction, logistique, conservation énergétique, industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore. Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires susceptibles de transformer la vie de tous. Un processus similaire s'est produit avec le silicium, largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables. Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones, d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques. Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique. Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables et que les transports électriques se généraliseront, le graphène pourrait devenir le véritable or technologique. Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps. Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène? Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre. L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale, avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité, une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière. Durant des siècles, le monde s'est interrogé sur la manière dont les géants de l'île de Pâques avaient été déplacés. Peut-être que de puissants chefs mobilisaient de vastes groupes d'ouvriers pour les haler, ou que l'élite détenait le contrôle de carrières dédiées à la taille des statues. Mais nous savons à présent que les habitants de Rapa Nui ne traînaient pas leurs statues Moai comme de simples troncs inertes jusqu'à leur emplacement. Ils les faisaient marcher. Les chercheurs ont étudié près d'1 millier de Moai, analysant leur forme, leurs proportions, leurs traces d'usure, ainsi que la légère inclinaison vers l'avant et la base incurvée que beaucoup présentaient. Puis une évidence s'est imposée. Ces détails relevaient d'un choix d'ingénierie. L'inclinaison déplace le centre de gravité, tandis que la base arrondie permet à la statue d'osciller tel un pendule. Une fois le mouvement lancé, l'inertie soutient chaque pas. Imaginez que vous fassiez avancer un immense enfant de pierre à l'aide de cordes et d'un subtil jeu d'équilibre. Pour en apporter la preuve, l'équipe a construit une réplique de 4,35 tonnes. Les statues originales pesaient autour de 13 tonnes, certaines atteignant 80 tonnes. Avec 18 personnes aux cordes, ils ont fait parcourir à cette statue environ 90 mètres, soit la longueur d'un terrain de football, en près de 40 minutes. C'était plus rapide et plus aisé que de tirer un bloc à plat sur des rondins ou des rouleaux. Les anciennes routes de Rapa Nui facilitaient aussi l'opération. Large d'environ 4 mètres,
Leur courbure vers l'intérieur aidait à maintenir la statue stable pendant sa progression. Chaque déplacement ne consistait pas seulement à la faire avancer. Il impliquait aussi de modeler la route elle-même. Aujourd'hui encore, le paysage de l'île laisse voir ces voies qui se croisent, parfois parallèles comme des itinéraires alternatifs. Les anciens ouvriers dégageaient sans doute une portion de terrain, faisaient avancer la statue, nettoyaient davantage, puis la faisaient basculer de nouveau, selon un rythme précis. Ils semblaient consacrer autant d'efforts à préparer le chemin qu'à mouvoir la statue. Ainsi, les anciens Rapa Nui n'avaient besoin ni de milliers d'hommes, ni de machines modernes. Tout reposait sur l'ingéniosité, le sens du rythme, la coopération et une conception avisée. Leur transport n'était pas l'unique mystère entourant les Moai. On savait qu'ils rendaient hommage à d'importants chefs, sans comprendre pourquoi ces emplacements précis avaient été retenus pour les statues. La plupart se dressent le long du littoral, presque comme s'ils montaient la garde autour de l'île. Une équipe de chercheurs a donc examiné ces sites avec une attention redoublée, et la réponse s'est révélée liée à l'eau. Le sol volcanique de l'île de Pâques, extrêmement poreux, absorbe rapidement les précipitations. Faute de rivières et de cours d'eau suffisants, l'eau douce y était très limitée. Il y a des siècles, les habitants dépendaient des résurgences d'eau souterraine. L'eau accumulée en profondeur dans des couches de roches ou de sol, appelées aquifères, remontait naturellement vers la surface. Lorsqu'elle surgissait près des côtes, elle se mêlait à l'eau de mer tout en demeurant potable. Les habitants de l'île la recueillaient précisément à ces points côtiers, là même où ils érigeaient les fameux Moai. Ils ne se contentaient pas d'orner le rivage, ils signalaient la ressource d'eau douce la plus essentielle de l'île. La majorité des corps de Moai étaient taillés dans le tuf volcanique, une pierre tendre et facile à sculpter, et la plupart provenaient d'une même carrière située à l'intérieur d'un ancien volcan. En octobre 2023, un incendie a ravagé le site, suscitant l'inquiétude de tous ceux qui sont attachés à Rapa Nui et se soucient de sa capacité à résister à de futurs désastres. Lorsque des scientifiques sont arrivés en janvier suivant, la communauté locale leur a demandé de documenter la carrière, au cas où un autre feu l'endommagerait irrémédiablement. Les géographes ont alors effectué une trentaine de vols de drones au-dessus du site, collectant pas moins de 22 000 photographies. Pendant des mois, ces images ont été traitées par des logiciels afin d'assembler chaque fragment en un modèle en 3 dimensions d'une précision exceptionnelle. Désormais, il est possible d'explorer Ranoraraku, l'une des carrières les plus importantes de l'île de Pâques, sans même avoir à se rendre sur place. Ce modèle ne sert pas seulement de visite virtuelle. Il a révélé l'existence de plusieurs ateliers à l'intérieur de la carrière, ainsi que des techniques de taille variant d'un secteur à l'autre. Il n'existait donc pas un chef unique dictant la méthode, mais des ateliers distincts, chacun lié à un clan familial spécifique. Cela suggère aussi que les Moai pouvaient être déplacés par bien moins de monde qu'on ne l'imaginait, probablement entre 20 et 50 personnes, soit l'effectif d'une famille étendue ou d'un petit groupe lignageux sur l'île. La plupart des statues étaient sculptées couchées sur le dos, du sommet vers la base. Dans la méthode la plus courante, les artisans façonnèrent d'abord le visage, yeux, nez et bouche, puis dégagèrent la tête et le corps autour de ces traits. Une seconde approche inversait l'ordre. Le bloc entier était d'abord taillé selon la forme générale d'un Moai, et les détails n'étaient ajoutés qu'ensuite. Plus rarement, certains sculpteurs travaillaient la pierre de côté, directement dans une paroi presque verticale, ce qui exigeait une maîtrise technique remarquable. Et alors même que les chercheurs avaient cartographié plus d'1 millier de Moai et pensaient en avoir fait le tour, l'île leur a réservé un retournement inattendu. Au cœur du lit d'un lac asséché, un lieu où personne n'attendait la moindre découverte, une nouvelle statue est apparue en 2025. C'était la première jamais repérée dans un ancien bassin lacustre, et peut-être pas la dernière. Pendant au moins 2 ou 3 siècles, la lagune atteignait près de 3 mètres de profondeur, rendant impossible toute construction ou installation humaine au fond. Les scientifiques estiment que les Moai ont plus de 500 ans. Il est plausible que les Rapa Nui aient déplacé cette statue à une époque où le lac était temporairement à sec. La découverte mesure un peu plus d'1,50 m, soit moins que la plupart des autres statues de l'île.
À mesure que la région s'assèche, le fond du lac dévoile ce qu'il dissimulait depuis des siècles. D'autres statues pourraient encore reposer sous les roseaux denses qui ont recouvert la zone pendant des générations. Désormais, avec le retrait des eaux, les chercheurs pourraient employer des instruments de détection souterraine afin d'identifier ce qui demeure enfoui. Tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches et élucident peu à peu les mystères des statues, la nature semble jouer contre eux. Une étude récente indique qu'à l'horizon 2080, les vagues saisonnières pourraient pénétrer suffisamment loin à l'intérieur des terres pour atteindre plusieurs des imposants moaïs de l'île de Pâques. Ces géants de pierre ont déjà résisté au soleil ardent, au vent persistant, aux pluies battantes, aux lichens progressant lentement sur leur surface et même aux incendies. Toutefois, l'élévation du niveau marin menace déjà les côtes, exposant à présent les moaïs à un danger plus grave que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'ici. Les chercheurs ont conçu un modèle informatique extrêmement précis, un jumeau numérique, d'une baie située sur la côte sud-est. Ils ont simulé divers scénarios d'élévation du niveau de la mer afin d'analyser la propagation des vagues dans cette zone. Les résultats montrent que d'ici 2080, les vagues pourraient atteindre les 15 moaïs du site, et l'une des statues les plus emblématiques et photographiées de l'île risquerait d'être submergée. Le site d'Aou Tongariki, installé sur une vaste plateforme cérémonielle, attire davantage de visiteurs que presque tout autre ensemble de moaïs sur Rapa Nui. Et la menace ne s'arrête pas là. Des dizaines d'éléments culturels majeurs alentour sont également vulnérables. Anciennes habitations, pétroglyphes gravés dans la roche, sépultures, jardins lithiques. En somme, toute la mémoire matérielle de l'histoire culturelle de l'île. Si ces risques ne sont pas maîtrisés, Rapa Nui pourrait même perdre son statut au patrimoine mondial de l'UNESCO. Désormais mieux informés, les chercheurs souhaitent mobiliser ces données pour renforcer la protection du site. Ils espèrent ainsi travailler en étroite collaboration avec les communautés locales afin de préserver l'héritage culturel de Rapa Nui pour les générations à venir. Il existait autrefois une véritable oasis dans le désert, le long de la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. C'était alors le 4e lac du monde par la superficie, 66,16 km, soit 2 fois la taille de la Belgique. Pendant des millénaires, il abrita des poissons d'eau douce et permit à des milliers de familles de subsister de la pêche. Je parle de la mer d'Aral, et aujourd'hui elle a disparu. Pas un peu asséchée, non. Disparue pour de bon. L'eau s'est retirée si loin que des navires gisent désormais échoués dans le désert, leurs coques rouillées à demi ensevelies sous le sable. Les villages autrefois tournés vers la pêche étouffent sous des tempêtes de poussière faites de sel et de résidus de pesticides. On dirait que quelqu'un a pris la mer, l'a froissée et l'a jetée dans la corbeille de l'histoire. Et le pire, c'est que ce n'était ni une sécheresse ni un caprice du climat. C'était notre fait, à nous, les humains. Les terres autour de la mer d'Aral ont toujours été sèches et rudes. Mais la mer tenait l'ensemble. 2 grands fleuves l'alimentaient, l'Amou Daria et le Sir Daria. Et tant qu'ils coulaient librement, la mer d'Aral restait stable. Puis, dans les années 1960, les politiques collectivistes conduisirent à la transformation de ces déserts en champs de blé et de coton, prouvant ainsi que la volonté humaine était capable de remodeler la nature. Des ingénieurs commencèrent à prélever l'eau des 2 fleuves pour d'énormes chantiers d'irrigation. Quand les agriculteurs arrosaient leurs terres assoiffées, la mer saignait déjà. Chaque canal taillé dans les rivières était une entaille supplémentaire. Le débit faiblit, les étés devinrent plus chauds, et l'eau disparut plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Et voici la chute tragique. Ces systèmes ne fonctionnaient même pas. Entre 25 et 75% de l'eau détournée n'atteignait pas les cultures et s'évaporait avant même de toucher le sol. Dans les années 1980, les 2 fleuves se tarissaient entièrement durant les mois les plus chauds, et l'équilibre de la mer d'Aral se brisa. Les niveaux chutèrent, et ce qui subsistait devint trop salé pour que les poissons y survivent. Les communautés de pêche, jadis florissantes, furent rayées de la carte. En à peine 30 ans, cet immense lac intérieur se scinda en 2. Au début des années 2000, le Kazakhstan décida de réagir, ou du moins de sauver ce qui restait, en construisant la digue et le barrage de Kokharal afin de retenir l'eau dans le bassin nord, au lieu de la laisser s'écouler vers le sud et disparaître. La partie septentrionale recommença à se remplir, et les poissons revinrent. Mais la victoire demeura partielle. Au sud et à l'est,
le vaste bassin autrefois plein d'eau et de vie continua de s'éteindre. En 2014, les images satellites montrèrent l'Est complètement asséché, disparu. Pour la première fois en 6 siècles, la mer d'Aral cessa d'exister comme véritable mer. Le sel arraché au fond désormais exposé de la mer d'Aral a empoisonné les terres sur des kilomètres, ruiné les ressources en eau et propagé des maladies pulmonaires et rénales à l'échelle de régions entières. Les villages de pêche ont tout perdu. Et c'est une histoire que nous répétons sans cesse, encore et encore. Nous forçons la nature, puis elle répond, plus durement. Il existe, à quelques milliers de kilomètres, un autre plan d'eau au destin tragique. Le lac Tchad, en Afrique centrale. Jadis, il comptait parmi les plus grands lacs de la planète. Des pêcheurs le traversaient en bateau, des éleveurs y menaient leurs troupeaux, et des économies entières en dépendaient. Depuis les années 1960, il a perdu environ 90% de sa surface. Comment en est-on arrivé là? Le même schéma. Des cours d'eau détournés pour l'agriculture et l'irrigation. Encore une fois, pour des cultures censées rapporter vite. Ajoutez quelques évolutions climatiques et des décennies de mauvaise gestion. Et en un instant, un lac grand comme le Rwanda devient une étendue de boue craquelée. La tragédie ne s'arrête pas à l'eau. Quand le lac a disparu, les moyens de subsistance ont suivi. On s'est disputé ce qui restait. Pâturage, puits, poissons. Et cette tension a contribué à attiser des conflits touchant près de 30 millions de personnes dans la région. Passons maintenant à 2023. Vous l'avez peut-être aperçu dans l'actualité pendant un jour ou deux, avant que le sujet ne disparaisse des gros titres. La ville de Derna, en Libye, a été rayée de la carte, emportée par les eaux. 2 barrages se trouvaient en amont, tous deux construits dans les années 1970. Ils étaient censés retenir les crues, à l'époque où on les entretenait encore. Puis sont venues des années de conflits, de corruption et d'abandon. Les ingénieurs les savaient fissurés, mais personne n'est intervenu. Lorsque la tempête Daniel a frappé, un monstre nourri par une Méditerranée plus chaude, la pluie est tombée des heures durant, les réservoirs se sont remplis, et ces ouvrages négligés ont cédé. 2 murs d'eau ont dévalé la vallée au cœur de la nuit, balayant Derna comme un bulldozer surpuissant. Des quartiers entiers ont été emportés vers cette marée, et plus de 10 000 personnes ont disparu en une seule nuit. Et le plus triste, c'est que tout le monde savait que cela pouvait arriver. Ce n'était qu'une question de temps. Si cela vous paraît sinistre et tragique, imaginez un décor de film d'horreur dans la vie réelle. Voici Centralia, en Pennsylvanie. Population 0, ou presque. C'était autrefois une ville minière animée, remplie de travailleurs, de leurs familles, de restaurants et de petites maisons de briques. Puis, en 1962, selon l'explication la plus admise, quelqu'un a brûlé des déchets dans une vieille fosse. Rien d'exceptionnel en apparence. Sauf que cette fosse communiquait avec un dédale de galeries de charbon. Le feu s'est propagé sous terre et n'a jamais cessé. Je le répète, il brûle encore. Le sol lui-même est en feu. On peut aujourd'hui traverser Centralia et voir de la vapeur s'échapper des fissures de la chaussée dans un air chaud et métallique. Le terrain est instable et peut s'ouvrir sous vos pieds. Dans les années 1980, les autorités ont racheté la ville, évacué les habitants et rasé les maisons. Et pourtant, tout cela était évitable. Si l'on avait correctement scellé les puits, surveillé les gaz ou simplement pris le risque au sérieux, Centralia existerait peut-être encore. À la place, c'est une ville fantôme en flammes, un avertissement très concret que nous n'avons pas toujours besoin de la nature pour nous brûler. Nous savons très bien le faire nous-mêmes. Une autre prouesse inquiétante de l'humanité consiste à déclencher des séismes. Si vous en doutez, regardez Pawnee, dans l'Oklahoma. Le 3 septembre 2016, à 07h02, un tremblement de terre de magnitude 5,8 a frappé la région, le plus puissant jamais enregistré dans l'État. Des murs se sont fissurés, des meubles ont basculé, et, l'espace d'un instant, l'Oklahoma a ressemblé à la Californie. Or, l'Oklahoma n'est pas censé connaître de tels séismes. Que s'est-il donc passé? La réponse est sous nos pieds. Dans les puits d'injection des eaux usées, issues de la fracturation hydraulique. Pour extraire pétrole et gaz, on envoie des millions de litres d'eau et de produits chimiques en profondeur. Le fluide restant, pollué et sous pression, doit être évacué. On l'injecte donc dans des puits profonds.
Ces injections augmentent la pression le long d'anciennes failles. Et, à la fin, ça cède. La Terre bouge, littéralement. Personne n'était vraiment surpris. Les scientifiques alertaient depuis des années. L'Oklahoma est passé d'environ 2 séismes notables par an à plus de 900 en 2015. Et malgré cela, les autorisations pour de nouveaux puits ont continué d'affluer. S'il existe un fil conducteur à toutes ces histoires, c'est celui-ci. Chacune de ces catastrophes était accompagnée d'un avertissement. La mer d'Aral ne s'est pas asséchée en une nuit. Les barrages de Derna ne se sont pas fissurés en secret. Et l'incendie de Centralia est parti d'une simple allumette. On les avait vus venir, mais on ne voulait simplement pas s'arrêter. Et avez-vous remarqué que la saison des incendies ne finissait plus vraiment ? Californie, Australie, Grèce, à vous de choisir. Les incendies sont chaque année plus vastes, plus rapides et plus difficiles à contenir. Et non, ce n'est pas seulement la météo. Prenez un siècle de déforestation, ajoutez des banlieues étalées au bord des forêts, puis des lignes électriques et des herbes sèches. Vous obtenez une tempête de feu qui attend une étincelle, et cette étincelle est le plus souvent humaine. Pendant que certains endroits brûlent, d'autres s'enfoncent, au sens propre. En Indonésie, par exemple, le pompage excessif des nappes pour les villes et l'industrie fait s'affaisser des zones côtières entières. Jakarta descend si vite qu'elle pourrait devenir inhabitable en quelques décennies. Et pourtant, on continue d'y construire. Est-ce l'avidité, une vision court-termiste, ou la croyance que la nature nous pardonnera toujours ? Un jour, nous comprendrons que le pardon n'est pas infini. Bienvenue, passionnés de vie sauvage. Aujourd'hui, vous allez découvrir d'étranges labyrinthes, de mystérieux motifs circulaires, des poisons redoutables, des nourritures extrêmes et un amour capable de pousser à des exploits incroyables. Et tous ces éléments ont un point commun, le poisson. Une petite créature marine aussi douée que dangereuse. Son nom est le poisson globe. Plongeons maintenant dans les eaux océaniques tropicales et subtropicales. Que voyons-nous ici ? Un petit poisson globe flotte au-dessus du fond marin et bat le sable avec sa nageoire. Il nage dans un sens, puis dans l'autre, et son comportement paraît étrange. Mais un instant, il n'est pas fou, il dessine. Un cercle parfaitement régulier apparaît, orné à l'intérieur de motifs proportionnés, rappelant un labyrinthe. Le poisson travaille avec soin et veille à ce que toutes les lignes des sillons peu profonds convergent vers le centre. Ce poisson globe, de la taille d'une paume humaine, réalise une œuvre immense, comparable à une piscine gonflable. Il commence par tracer de simples cercles, puis les enrichit de petits détails géométriques jusqu'à leur donner l'aspect d'un labyrinthe. Il dessine ces lignes ondulées avec sa nageoire, en les abordant sous différents angles. Une fois l'ouvrage achevé, le poisson globe s'éloigne et explore le fond marin à la recherche de fragments de coquillages et de corail. Il choisit avec soin les plus petits, puis les rapporte pour décorer le labyrinthe. L'ensemble du travail demande plus d'une semaine. Mais dans quel but ? Ce poisson n'attend certainement ni critique d'art ni récompense pour ses talents, n'est-ce pas ? Bien sûr, il ne s'agit pas d'un simple dessin. Il a une fonction précise. Des chercheurs ont analysé ces cercles à l'aide de programmes informatiques et avancent que la forme circulaire du motif canalise l'eau riche en oxygène vers le centre du labyrinthe. Le sens des courants sous-marins importe peu. Les sillons à l'intérieur de l'anneau guident et favorisent l'accumulation d'eau douce au centre. Mais encore une fois, pourquoi ? Pour ce motif, beaucoup d'entre nous sont prêts à se surpasser. Il nous fait souffrir autant qu'il nous comble de joie. Il donne un sens à notre existence. C'est pour lui et par lui que nous sommes nés. Le poisson globe crée ses dessins par amour. Ce labyrinthe n'est pas un simple dessin. Il s'agit d'un nid dans lequel une femelle poisson globe vient pondre ses œufs. Mais, avant cela, elle examine attentivement le travail du mâle. S'il ne lui convient pas, elle s'en va. En revanche, si le dessin lui plaît, elle et le mâle forment un couple. L'eau présente au centre du labyrinthe favorise le bon développement des œufs. Ceux-ci grandissent ensuite sous la surveillance du mâle, car la femelle s'éloigne immédiatement après la ponte. Le poisson globe veille sur sa progéniture et protège le nid jusqu'à l'éclosion. Les courants sous-marins effacent peu à peu son œuvre, mais cela n'a aucune importance pour lui. Il en réalisera une nouvelle. Une question demeure cependant. Ce nid ne possède aucune paroi. Il ne s'agit que de motifs tracés dans le sable. Le poisson globe ne l'installe pas dans un endroit protégé, comme sous des récifs. Au contraire, il se trouve en zone ouverte, là où circulent de nombreux poissons prédateurs.
Comment ce petit animal parvient-il alors à défendre sa descendance? Le poisson globe est bien moins inoffensif qu'il n'y paraît. Son corps renferme l'une des toxines les plus puissantes connues, la tétrodotoxine, ou TTX. Cette substance s'accumule dans son foie, ses gonades, sa peau et ses intestins. Lorsqu'elle pénètre dans l'organisme humain, elle se fixe aux cellules nerveuses et les bloque. Le système nerveux ne peut alors plus transmettre d'informations au cerveau, ce qui entraîne une paralysie. Les membres deviennent immobiles et les poumons cessent de fonctionner. Il est donc préférable de ne pas provoquer ce petit poisson. Les plongeurs le savent, tout comme les prédateurs, qui détectent la TTX et évitent de s'en approcher. Fait remarquable, cette toxine n'affecte pas le poisson globe lui-même grâce à une mutation génétique innée. Celle-ci empêche la tétrodotoxine de se fixer à ses propres cellules nerveuses et l'empêche ainsi d'être paralysée. À noter que certaines espèces de serpents et de crapauds présentent également ce type de mutation. Mais comment le poisson globe produit-il la tétrodotoxine dans son organisme? Il ne n'est pas toxique. Cette substance provient de son alimentation. Le processus est le suivant. Le plancton consomme des bactéries capables de produire la TTX. Les escargots et les vers se nourrissent ensuite de ce plancton. Le poisson globe mange alors ses vers et ses escargots. Avec le temps, la toxine s'accumule dans son foie et ses gonades, tout en se diffusant dans d'autres parties de son corps, selon l'espèce concernée. Les prédateurs évitent non seulement ces poissons, mais aussi toute nourriture contenant cette toxine. C'est pourquoi les poissons globes trouvent facilement de quoi se nourrir et ne craignent pratiquement aucun ennemi. Cela explique également pourquoi ils peuvent protéger leur progéniture sans difficulté. Fait intéressant, les mâles apprécient l'odeur de la toxine, tandis que les femelles enduisent leurs œufs de cette substance afin d'éloigner les agresseurs. Alors que l'ensemble de l'océan évite le poisson globe, une créature cherche pourtant à l'attraper pour le manger, l'être humain. Même si vous n'aviez jamais entendu parler du poisson globe avant cette vidéo, vous connaissez sans doute le fugu, un plat dangereux préparé par des chefs hautement qualifiés. Le fugu est considéré comme l'un des mets les plus périlleux au monde. Des cas ont été rapportés où des personnes ont payé fort cher pour goûter à cette spécialité, mais n'ont pas survécu à l'expérience à cause d'une erreur de préparation. La tétrodotoxine est incolore et inodore, et même une cuisson à très haute température ne lui fait pas perdre ses propriétés. Toutefois, cela ne concerne que les poissons vivant en milieu océanique. Dans des élevages spécialisés, où les poissons globes ne consomment pas d'aliments contenant la toxine, ils deviennent totalement inoffensifs. Ainsi, si l'on vous propose un plat de fugu, veillez toujours à demander l'origine du poisson utilisé. Le plus souvent, les intoxications surviennent lorsque des gens fréquentent des établissements où de prétendus chefs préparent ce plat de manière incorrecte. Mieux vaut éviter ce genre d'endroit. Il existe des restaurants spécialisés où travaillent uniquement des professionnels qualifiés. Ces chefs suivent une formation exigeante et doivent réussir un examen prouvant qu'ils savent préparer ce plat sans danger. Ils le réalisent des centaines de fois avant d'être autorisés à le servir aux clients. Une telle formation coûte plusieurs milliers d'euros, ce qui explique le prix du fugu. Un seul coup de couteau mal maîtrisé suffit à empoisonner le plat. Lors de la préparation, l'objectif principal est d'éliminer toute trace de toxine. Celle-ci imprègne presque tout le corps du poisson, à l'exception de la chair. Les cuisiniers, à la manière de joaillier, doivent séparer cette chair des organes internes avec une extrême précision. Le couteau ne doit en aucun cas toucher le foie ni les ovaires, qui concentrent la plus grande quantité de poison. Si la toxine touche à la chair, le poisson est gâché. Cela paraît simple, mais les chefs s'entraînent pendant 4 à 6 ans pour maîtriser cette préparation. Une fois le fugu prêt, le chef dispose soigneusement de fines tranches de chair crue, en formant une fleur. Ce plat est principalement servi en hiver, car le poisson globe devient plus gras durant la saison froide et offre davantage de chair. Les chefs consacrent des années à apprendre la découpe correcte, et les restaurants investissent des sommes considérables dans leur formation. Malgré cela, ce poisson demeure dangereux à consommer. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Selon les amateurs, sa texture est très délicate, presque gélatineuse, et dépourvue de l'odeur caractéristique du poisson. En résumé, il s'agit d'une véritable délicatesse. Mais n'essayez jamais de le préparer vous-même. Vous échoueriez à coup sûr. Si, en mangeant du fugu, vous ressentez des picotements, un engourdissement, voire une paralysie, demandez immédiatement de l'aide. Vous pouvez encore survivre si la dose de poison ingérée est minime. Gardez à l'esprit qu'il n'existe aucun antidote.
Réfléchissez donc à 2 fois avant d'accepter de goûter ce mets, même dans un restaurant certifié. Cette histoire fascinante, chers spectateurs, commence par un labyrinthe tracé sur le fond marin et s'achève dans un restaurant de luxe. Ce petit poisson, qui s'efforce de bâtir un nid harmonieux, ne s'imagine sans doute pas que, quelque part à la surface, des humains seraient prêts à dépenser des fortunes pour le déguster. En 1912, les journaux britanniques s'enthousiasmaient pour une affirmation audacieuse. Les premiers humains seraient apparus en Grande-Bretagne et non en Afrique. L'impression était celle d'une histoire réécrite de fond en comble, et l'adhésion fut générale. Les foules applaudirent, les savants célébrèrent l'événement, et le petit village de Piltdown, dans le Sussex, devint soudain le centre de ce qui fut présenté comme la plus grande découverte de l'histoire de l'évolution. Tout cela fut rendu possible par Charles Dawson, un archéologue amateur curieux, désireux de se faire un nom dans le monde scientifique. Il affirma avoir découvert des fragments osseux appartenant à une créature intermédiaire entre les singes et les humains. Dawson s'associa à Arthur Smith Woodward, géologue respecté du Musée d'histoire naturelle de Londres, et ensemble ils assemblèrent des morceaux de crâne, des dents et même des outils primitifs. Leur découverte, baptisée l'Homme de Piltdown, fut présentée à la Société géologique et crue pendant des décennies. Les manuels scolaires réorganisèrent même l'évolution humaine autour de ce fossile, appris comme une vérité absolue par des générations entières. Mais un retournement survint. En 1949, de nouvelles techniques permettant de dater précisément les objets révélèrent des incohérences. Les analyses montrèrent que le crâne n'avait qu'environ 50 000 ans, et non plusieurs centaines de milliers. Plus surprenant encore, le crâne et la mâchoire n'appartenaient pas à la même espèce. Un crâne humain avait été combiné avec la mâchoire d'un singe, probablement un orang-outan. Les dents avaient été limées pour paraître plus humaines, et les os teintés afin de correspondre au gravier environnant. Ce fossile artificiel parvint à tromper le monde entier en lui faisant croire à la découverte d'une pièce manquante de l'histoire humaine. Dawson entra ainsi dans l'histoire scientifique, mais sans doute pas comme il l'avait espéré. Et il n'était pas un cas isolé. Certains agissaient par appât du gain, d'autres par soif de renommée. À la fin du XIXe siècle, à Paris, les musées accumulaient les trésors antiques comme s'il s'agissait de cartes Panini. Lorsqu'une somptueuse tiare en or, prétendument attribuée à un roi scythe nommé Saïta-Farnès, apparut sur le marché, le Louvre estima devoir l'acquérir. Elle était spectaculaire, richement ornée, majestueuse, digne d'un souverain. Le musée versa une somme considérable et l'exposa fièrement comme un chef-d'œuvre de l'art ancien. Puis survint la désillusion. Quelques années plus tard, un orfèvre entreprenant d'Odessa, Israël Rouchomovski, lut un article sur la prestigieuse découverte du Louvre et éclata de rire. Il reconnut la tiare qu'il avait façonnée de ses propres mains. Il s'agissait d'une œuvre moderne, réalisée sur commande pour des marchands locaux, lesquels ne lui avaient jamais révélé leur intention de la faire passer pour un trésor ancien. Le Louvre fut humilié. Une fois encore, le monde entier avait cru à un mensonge séduisant. Quant à l'orfèvre qui avait ridiculisé le musée, il gagna une notoriété durable dans le milieu artistique. La tiare détient encore aujourd'hui le record Guinness de la plus grande fraude en orfèvrerie de l'histoire. Une autre supercherie scientifique soigneusement orchestrée nous ramène dans la paisible ville de Cardiff, dans l'État de New York, quelques décennies avant l'affaire du Louvre. En 1869, des ouvriers creusant un puits heurtèrent un objet dur et massif. Ils mirent au jour ce qui semblait être un homme pétrifié de 3 mètres de haut, étendu dans le sol. Les foules affluèrent de régions éloignées pour l'observer. Des prédicateurs y virent la preuve des géants bibliques évoqués dans la Genèse. Les savants débattirent, hésitant entre fossilisation et intervention divine. En quelques jours, le géant de Cardiff devint une véritable attraction. Les visiteurs payaient cher pour le voir, 50 cents l'entrée, une somme importante à l'époque. On découvrit plus tard qu'un certain George Hull avait sculpté ce géant dans du gypse à la suite d'une dispute avec un révérend méthodiste. Hull voulait démontrer à quel point il était facile de duper les foules, en particulier les croyants, contrairement à lui. Il enterra donc le faux géant, et l'expérience réussit au-delà de ses attentes. Même après la révélation de la fraude par des experts, le public continua d'affluer par désir d'y croire. Au fil du temps, le géant changea plusieurs fois de propriétaire. Il est aujourd'hui exposé au musée Fenimore Farm and Country Village, à Cooperstown dans l'État de New York. En parlant de musée,
Vous avez peut-être déjà aperçu ces crânes de cristal qui scintillent sous la lumière, présentés comme des objets sacrés issus de temples mésoaméricains. Oui, ceux popularisés par un film d'Indiana Jones, associés à des pouvoirs aztèques anciens ou même à une énergie extraterrestre. Pendant longtemps, les musées les exposèrent avec fierté, jusqu'à ce que des chercheurs du British Museum et du Smithsonian entreprennent de les examiner de près. Leurs conclusions mirent alors fin au mythe. Ils établirent que ces crânes avaient été façonnés à l'aide d'outils rotatifs modernes et d'abrasifs inconnus des anciens sculpteurs. Autrement dit, ils furent fabriqués au 19e ou 20e siècle à l'aide de machines contemporaines et réussirent à tromper le monde entier. Il ne s'agissait ni de messages divins, ni de vestiges de civilisation venus de l'espace, mais simplement de presse-papier luxueux qui persuadèrent bien des gens de l'existence de prétendus pouvoirs anciens. Faisons maintenant un bond de plusieurs décennies vers une époque plus proche de la nôtre. Dans les années 1960, l'université de Yale révéla ce qui semblait être une découverte capable de réécrire l'histoire. Une carte du XVe siècle représentant l'Amérique du Nord sous le nom de Vinland. Cela impliquait que les Vikings avaient cartographié le continent bien avant Christophe Colomb. Les titres de presse furent sensationnels. L'idée avait quelque chose de romanesque. Des explorateurs traversant des mers glacées des siècles avant que l'Europe ne sache même que l'Amérique existait. Pourtant, un détail posait problème. Le parchemin était bien médiéval, mais pas l'encre. Des décennies d'analyse montrèrent qu'elle contenait du dioxyde de titane, un pigment mis au point au XXe siècle. En 2021, Yale le confirma officiellement. La carte de Vinland était une contrefaçon moderne, tracée sur un parchemin ancien pour paraître authentique. Elle ne témoignait pas du génie viking, mais plutôt de l'ingéniosité humaine d'un côté et de notre crédulité de l'autre. Et lorsqu'il est sa question de persuasion, l'effort est moindre lorsqu'une source réputée comme National Geographic relaie l'information, n'est-ce pas? En 1999, le magazine présenta ce qu'il pensait être la découverte ultime, un fossile reliant les dinosaures aux oiseaux. Baptisé Archaeoraptor, il devait transformer notre compréhension de l'évolution. Provenant de Chine, il semblait parfait au premier regard. Une queue de dinosaure, des ailes d'oiseau et des os racontant l'histoire de l'apparition du vol. Mais rapidement, des doutes apparurent parmi les paléontologues. Les os ne s'alignaient pas correctement. Des scanners révélèrent alors la vérité. Le fossile avait été assemblé à partir de morceaux appartenant à des espèces différentes. Une queue de dinosaure issue d'un fossile, un corps d'oiseau provenant d'un autre. Quelqu'un avait littéralement composé un spécimen de Frankenstein pour en accroître la valeur. L'embarras fut considérable, en particulier pour National Geographic, qui avait construit tout un récit autour d'infos que le public voulait croire authentiques. Si vous pensez que les canulars scientifiques appartiennent au passé grâce aux technologies du XXIe siècle, voici une surprise. En 2020, le musée de la Bible à Washington fit une confession retentissante. Les 16 fragments de sa prestigieuse collection des manuscrits de la mer morte étaient tous des faux modernes. Des millions avaient été dépensés pour acquérir ce qui était censé être des textes sacrés vieux de 2000 ans, avant de découvrir qu'ils avaient été réalisés sur du parchemin ancien, mais peints avec une encre moderne. La fraude était si sophistiquée que même des experts s'étaient laissés tromper dans un premier temps. Des analyses approfondies finirent toutefois par lever le doute. Ces reliques n'avaient rien de sacré. L'enjeu ne se limitait pas à l'argent, mais touchait à la foi. Des milliers de visiteurs s'étaient tenus devant ces vitrines, éprouvant admiration, respect et sentiment de connexion, avant d'apprendre qu'ils avaient été confrontés à une supercherie. Et pour finir, voici sans doute l'une des impostures dites les plus glaçantes. En 2000, une momie apparut au Pakistan, présentée comme celle d'une princesse perse ancienne de 2600 ans, fille de Xerxès Ier. Elle fut découverte dans un sarcophage doré, enveloppé de vêtements d'or. Son visage, remarquablement conservé, troubla les archéologues qui restèrent médusés. Pourtant, quelque chose semblait clocher. Des scanners, des analyses linguistiques et une datation au carbone révélèrent une vérité effroyable. La momie n'était pas antique. Il s'agissait d'une femme moderne, probablement tuée, puis momifiée afin d'être vendue comme une fausse relique. L'affaire bascula brutalement de la fascination au drame et bouleversa de nombreuses personnes. Ce qui devait être un miracle royal se révéla être un crime infâme et un mensonge de plus. Toutes ces histoires ont un point commun, l'espoir. Les êtres humains veulent croire. Ils cherchent à toucher le passé et à trouver des preuves qui les reliaient à quelque chose de plus vaste.
Qu'il s'agisse de savants en quête du chaînon manquant, de musées avides de renommée ou de croyants en quête de preuves de leur foi, tous aspirent à l'émerveillement. L'histoire regorge d'imposteurs et, parfois, ce sont précisément ces supercheries qui donnent naissance. Nous entendons de plus en plus parler d'objets mystérieux tombant du ciel. Des choses métalliques étranges frôlant les maisons et roulant entre les fermes. Comme en Argentine l'autre jour, il n'y avait aucune traînée et cela n'a déclenché aucune alerte radar. C'était seulement un boom soudain qui a surpris les habitants du coin. Avant que vous ne vous en rendiez compte, tout était bloqué, les autorités surveillant la zone. Que se passe-t-il réellement et sommes-nous en danger que cela nous arrive également? Les habitants d'une petite ville rurale du nord de l'Argentine mènent une vie tranquille. Pour eux, sans doute, la chose la plus dramatique est lorsqu'une vache s'égare. Ce qu'ils n'attendaient certainement pas, c'était un cylindre géant tombant de nulle part. Le propriétaire s'estimait heureux que l'objet n'ait pas percuté sa maison. Il a appelé la police, sinon pour comprendre ce que c'était et ce que cela faisait soudain dans son jardin, du moins pour l'aider à s'en débarrasser. Cependant, lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont compris que cette tâche dépassait leurs compétences. Ils ont dû appeler des spécialistes, ceux qui arrivent avec des équipements de protection et des instruments étranges qui émettent des bips. Avant d'examiner l'objet, la procédure standard consiste à s'assurer que rien n'est prêt à exploser. Les objets tombés de l'espace peuvent être comme une canette secouée pleine de carburant de fusée restant. Un mauvais coup de sonde et pssst, cela pourrait causer de sérieux problèmes. Après s'être assuré qu'il était sûr d'approcher l'objet, le véritable mystère a commencé à se dévoiler. Là même, dans la Terre, se trouvait une longue coque noire en fibre de carbone, marquée de bosses sur le flanc. Elle ressemblait à un reste de vaisseau spatial mâchonné, puis recraché par une effrayante baleine de l'espace. Quand les objets chutent, leur rotation peut fortement s'accélérer. Et lorsqu'ils atteignent le sol, ils peuvent culbuter comme un ballon de rugby mal rattrapé, ce qui les déforme et les rend méconnaissables. Les rapports indiquent une longueur de près d'1,60 m et un poids suffisant pour s'enfoncer dans la terre. L'objet semblait aussi avoir été conçu avec des lignes nettes et une forme bien structurée. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? L'hypothèse la plus évidente était qu'il est dérivé depuis son orbite. Peut-être un vestige d'un ancien lancement, ayant finalement perdu sa lutte contre la gravité. Des milliers de satellites hors service et de fragments de fusées gravitent encore autour de la Terre. Même dans l'espace, une légère traînée atmosphérique grignote les objets et leur vole leur vitesse. Et lorsqu'ils ralentissent trop, ils retombent en spirale vers notre planète. Un vieux satellite constitue donc une bonne piste. Cependant, la forme reste étrange. En général, ils sont ronds et non comme celui-ci. Une autre explication plausible serait que cet objet étrange provienne d'un avion. Les appareils commerciaux perdent parfois des éléments tels que des panneaux, des pneus ou même des portes. En 2014, un Boeing 757 de Delta connut une aventure imprévue en perdant un panneau supérieur d'aile en plein vol. Même si cela peut paraître inquiétant, le problème n'affecta pas la capacité de l'avion à voler, et il atterrit sans encombre. En juillet 2024, un Boeing 757 de United Airlines, au décollage de Los Angeles, perdit une roue du train d'atterrissage principal, mais poursuivit jusqu'à Denver et se posa sans faire de blessés. Comme vous le constatez, des choses étranges arrivent, mais l'objet argentin paraît bien trop inhabituel et nettement plus volumineux. Et si quelque chose d'aussi massif était tombé d'un avion en plein vol, il y aurait presque à coup sûr des rapports ultérieurs et quelque part un pilote extrêmement inquiet. Il n'est pas non plus impossible que l'objet provienne d'un projet expérimental. Peut-être un prototype sans lien avec une mission publique, car tous les essais novateurs ne sont pas annoncés. Ainsi, des équipes de recherche réalisent souvent des tests discrets pour observer le comportement de nouveaux matériaux ou de nouvelles formes lors de leur descente. Pourtant, même ces enveloppes d'essais résistantes restent généralement identifiables, tandis que cet objet tubulaire demeurait visuellement déroutant et devint un véritable mystère, du moins pendant un temps. Jusqu'au moment où ils découvrirent un marquage. Presque tout ce qui est conçu pour voler porte une identification, qu'il s'agisse d'un code estampillé, d'une ligne peinte ou d'un numéro gravé au laser, sauf si cela doit rester secret. Toute activité aérienne repose sur une technologie coûteuse, et même lorsqu'un élément n'est pas réutilisable, on souhaite souvent l'examiner pour en tirer des enseignements. En règle générale, chaque pièce est marquée parce qu'elle provient d'usines ou de sites différents.
Même les anciens débris spatiaux fournissent habituellement un indice, permettant de jouer les détectives avec des formes familières de l'époque. Il est fréquent de trouver un fragment correspondant à un plan connu. Et c'est sans doute ce qui a permis d'élucider ce mystère particulier. L'une des valves portait un minuscule numéro de série, et ce code exact figure sur la liste publique des incidents de débris spatiaux. D'après cette base de données, ce tube mystérieux serait un élément de la fusée chinoise Jielong 3A, Dragon Agile, lancé depuis une barge en mer Jaune. Cela ne rend toutefois pas l'origine officielle, la Chine n'ayant rien confirmé publiquement. Fait amusant, un fragment semblable de débris présumé du Jielong 3 est apparu en Australie à peu près au même moment. Voilà une conclusion plutôt décevante. Un autre cas s'est produit dans la région de Murcie, en Espagne, en 2015. Comme en Amérique du Sud, des agriculteurs y ont découvert un objet non identifié. Mais les Espagnols ont découvert des boules de bowling au lieu de cylindres. Cela a également attiré des agents en combinaison spéciale. Des experts ont ensuite avancé qu'il s'agissait d'un réservoir haute pression utilisé pour un lancement, sans que personne n'ait jamais su à qui il appartenait. La même chose s'est produite en Namibie, en 2011. Les journalistes l'ont même baptisé la boule mystérieuse de l'espace. Des villageois ont découvert une sphère métallique creuse et calcinée, posée en plein air, comme si elle avait roulé tout droit hors d'une usine. Sa surface était rugueuse, et l'ensemble semblait formé de deux moitiés soudées entre elles. La police est intervenue pour vérifier si l'objet était explosif, puis les autorités l'ont analysé, confirmant qu'il était fait d'un alliage de qualité spatiale. Et rien de plus. Aucune agence ne l'a revendiqué. Aucune mission ne correspondait. Des habitants ont signalé une série de petites explosions quelques jours avant la découverte, et des responsables ont noté que des sphères similaires étaient apparues en Australie et en Amérique centrale au cours des dernières décennies. Cela s'est aussi produit au Vietnam, où non pas une, mais 3 lourdes boules sont tombées en 3 endroits distincts. Elles étaient de tailles différentes et ressemblaient à d'énormes billes, la plus grande pesant 45 kilos. Les enquêteurs estiment que ces sphères pourraient être des restes d'un lancement de satellite raté. Les dégâts modérés suggèrent une chute depuis une altitude relativement basse. Les autorités partagent cet avis et indiquent qu'il s'agit probablement d'un objet venu de l'orbite terrestre, sans pouvoir le relier à une mission précise. En Inde, des habitants du Gujarat ont également découvert d'énormes boules de billard similaires. Tous ces objets qui tombent pointent vers un problème beaucoup plus vaste. L'espace autour de la Terre devient de plus en plus encombré. Au fil des décennies, l'orbite terrestre basse a commencé à ressembler à un débarras que personne n'aurait jamais nettoyé. Bien que la majorité des débris se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère, comme vous l'avez constaté, certains fragments plus lourds peuvent survivre à la chute et atteindre la Terre. Pas étonnant que personne ne veuille en assumer la responsabilité. Ce serait comme admettre avoir laissé des déchets sur l'autoroute et causé un accident de la circulation. Mais le problème s'aggrave à une échelle bien plus large. Les chercheurs mettent en garde contre un phénomène appelé le syndrome de Kessler. Il s'agit du scénario cauchemardesque où une collision en entraîne une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que l'orbite devienne une véritable galerie de tirs de morceaux de métal à grande vitesse. Une seule collision peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable, transformant l'orbite en un nuage de débris se déplaçant rapidement. Si cela se produisait, certaines orbites pourraient devenir trop dangereuses à utiliser. La Terre pourrait alors se retrouver pratiquement encerclée par les déchets que nous avons générés nous-mêmes, conduisant à un futur où satellites et vaisseaux spatiaux devraient naviguer autour de ces débris, un peu comme dans un jeu vidéo. Ce n'est pas pour autant catastrophique, car les savants connaissent bien le problème et travaillent à des solutions. Actuellement, on envisage des idées telles que l'emploi de filets, des missions de capture ou même de légers coups de laser pour dévier ces objets. Nettoyer notre orbite doit devenir une priorité. Nous ne voulons certainement